Depuis un an, j'ai fait pas mal de pays, 6 mois à Bali, 2 mois en Thaïlande, 1 mois aux Philippines, 1 mois en Inde et un peu en Malaisie. Actuellement à Paris, je vais aller à la rencontre de Pierre Gilles, digital nomade et de retour en France pour quelques mois pour aller lui poser des questions sur son mode de vie. Allez, c'est parti. Je m'appelle Pierre Gilles et Marie, j'ai 25 ans. De base, je suis ingénieur et ça fait 1 an que je voyage. Je suis donc digital nomade. J'ai fondé une entreprise qui s'appelle Gladys Assistant, qui est un logiciel de domotique que je distribue en ligne et du coup ça me permet de bosser de n'importe où dans le monde. Être un digital nomade, c'est être indépendant du lieu où tu travailles pour moi et du lieu où tu vis. Donc tu peux te déplacer et changer quand tu as envie. Tu vois, si tu es dans un endroit et que tu te rends compte qu'en fait t'aimes pas l'endroit où tu vis, bah, tu peux changer et aller à une autre destination. Ça te permet de découvrir le monde, mais tout en travaillant. J'ai fait une école d'ingénieur en France. Et en fait, j'ai fait les 3 dernières années de mon parcours en apprentissage. Donc je travaillais dans une start-up en parallèle de bosser à l'école. À la fin du coup de mon contrat, j'avais soit le choix de rester en France et de travailler dans cette entreprise, soit le choix de faire autre chose. Et moi en fait j'avais lancé en début d'école un logiciel de domotique que je distribuais sur internet. Je commençais à faire du revenu à peu près 1 an avant de quitter cette boîte. Et du coup je me suis dit bon bah pourquoi en fait je partirais pas sur mon logiciel à fond, je me mets à mon compte, je travaille tout seul et en même temps je voyage. J'ai fondé une entreprise qui s'appelle Gladys Assistant. Donc je commercialise un logiciel de domotique qu'on peut télécharger en ligne, qui est open source et gratuit. Après il y a un plan payant pour que moi je puisse avoir du revenu. Mes journées elles vont être assez proches de quelqu'un qui travaille en salarié dans une entreprise qui fait un logiciel. C'est-à-dire qu'il va y avoir du développement, il va y avoir du marketing, discuter beaucoup d'échanges avec la communauté, préparer les sorties des nouvelles versions. Voilà, c'est tous les corps de métier qu'on va retrouver dans l'entreprise, je les fais au quotidien. Mes journées en nomade, elles sont vraiment très similaires à un employé classique. Le matin, je me lève, je vais au travail, je reste la journée classique jusqu'à 6-7 heures et puis après je rentre chez moi et c'est juste que chez moi, ça va être dans d'autres pays, suivant les pays où je suis. Voilà. Enfin, je reste à minima 2 mois dans un pays. Après 2-3 mois, en général, je trouve que c'est la bonne durée. En dessous d'1 mois, c'est beaucoup trop compliqué parce qu'il faut payer le logement à la semaine et pas au mois. Et du coup, c'est beaucoup plus cher. Il y a des choses qu'on fait tous les mois et du coup, quand on reste moins d'1 mois, on voit pas tous les aspects d'un pays, je trouve. Donc c'est pour ça que rester 2-3 mois, ça permet vraiment de faire plusieurs fois les choses qu'on fait tous les mois et du coup de vraiment connaître la destination. Après, les destinations, je les choisis. Il y a beaucoup de critères, mais on va dire, j'aime bien quand il y a une communauté de gens qui sont nomades sur place aussi. J'ai fait des pays où il n'y avait pas du tout ça. Ce qui m'a permis de découvrir le pays, mais sur le long terme c'est moins marrant. Je pense par exemple aux Philippines. Les Philippines c'est une destination incroyable pour le tourisme, c'est-à-dire que pour des vacances je pense que c'est vraiment génial. Pour un digital nomade c'est moins facile. Vous pouvez vous retrouver dans des villes tout seul à travailler dans un espace de coworking avec que des Philippins et ne parler avec personne de la journée et ça j'aime moins. Moi je choisis les destinations en fonction aussi de ce que j'ai envie de voir bien sûr. Mais c'est vraiment l'aspect communauté en général qui prime. Bien sûr, il y a le coût de la vie sur place. Un des aspects intéressants du nomadisme, c'est qu'on peut justement choisir des villes qui sont vraiment pas chères et du coup vivre avec un salaire de quelqu'un qui est en Europe ou aux États-Unis, mais tout en travaillant dans un pays où le salaire de base il est 10 fois moins élevé. Donc. Pour ceux qui ont été étudiants et qui ont fait des Erasmus, ça se rapproche un peu en fait d'un Erasmus mais qui dure longtemps, on va dire. Parce qu'au final, quand je reste 4 mois dans une destination, au final c'est comme un petit stage à l'étranger ou un petit Erasmus, donc c'est à peu près le même genre de sensation. C'est-à-dire que effectivement c'est un peu plus dur pour la famille ou les amis qu'on a dans son pays d'origine, on les voit pas beaucoup. Après quand je reviens, du coup je suis encore plus content de les revoir et de passer du temps avec eux. Après quand je suis à l'étranger, bah, effectivement je me forme un groupe d'amis sur place, je rencontre des gens. Au quotidien, tous les jours je vais manger dehors avec des gens que je connais sur place. Et au final, ce que je trouve, moi, en 1 an, on retrouve assez facilement les mêmes gens, pas forcément aux mêmes endroits, mais on les retrouve en général 1 ou 2 fois. C'est-à-dire qu'on peut croiser quelqu'un à Bali et après se retrouver aux Philippines et voir que la personne est aussi aux Philippines, la revoir 6 mois après, 8 mois, enfin, il y a vraiment en fait
Le monde est petit et on recroise assez facilement les mêmes gens plusieurs fois. On efface assez facilement cette question de distance, de barrières, de frontières. Après, effectivement, il y a des moments, je parlais des Philippines, où les Philippines, c'est moins facile de trouver des communautés de nomades qui travaillent aussi, où on peut se retrouver un peu seul. Et là, effectivement, c'est moins drôle. Et ça, je pense que si à un moment on sent qu'on est un peu seul, que ça va pas très bien, il faut assez vite rechanger vers quelque chose où il y a d'autres gens qu'on peut rencontrer. Sinon, on peut devenir fou, quoi. Le point que je voulais parler, c'est la perception de tous les amis, tout l'entourage qui te suivent sur Facebook, sur Instagram, et qui voient en fait tous les jours, toute l'année, des photos de plage, des photos de restaurants, des photos de coucher de soleil, un peu tous les jours. Les gens ont l'impression qu'on est en vacances en permanence, ce qui n'est pas du tout le cas. C'est juste que moi je vais travailler tous les jours, forcément quand je vais au travail, je suis sur mon laptop, j'envoie pas de photos. Et comme on est dans des beaux cadres, le soir, souvent je vais prendre un verre en terrasse, je vais manger au restaurant avec des amis. Et c'est là où je vais prendre effectivement une petite photo, je vais mettre une petite story. Et donc effectivement ça peut donner l'impression que ce genre de gens, ce genre de digital nomades sont juste en 100% en vacances. J'ai eu beaucoup de remarques genre tu travailles jamais en fait. Ce qui n'est pas forcément le cas, ce qui est vraiment du coup pas du tout le cas, puisque cette année, sur cette année de digital nomadisme, je n'ai quasiment pas posé de jours, parce que je suis comme un salarié classique, hein. Quand je veux être en vacances, je pose des jours, je me dis je travaille pas ces jours-là, et j'en ai peut-être posé 2 je crois en un an, quelque chose comme ça. Donc je suis autant travailleur, autant productif que quelqu'un dans son pays. C'est juste qu'effectivement sur les réseaux ça se voit pas beaucoup. Donc après il faut communiquer avec ses amis pour bien leur dire ouais, je suis dans des belles destinations, mais je travaille. C'est une communauté où tout le monde a les mêmes problèmes et tout le monde a les mêmes, vit les mêmes choses. Donc quand on rencontre d'autres nomades, c'est tout de suite les mêmes sujets, les mêmes questions, et on sait tout de suite en fait se parler, on va dire. Donc moi, je trouve que durant mon voyage, il y a plein d'autres nomades qui m'ont contacté, ou j'en ai contacté d'autres que je suivais sur Twitter depuis des années et que j'avais envie de rencontrer. Et sur mon chemin, je les ai rencontrés, on a des fois juste travaillé ensemble, c'est-à-dire on se dit tu travailles où demain ? Et la personne, je l'ai jamais vue, je vais passer une journée à travailler avec la personne. Et des fois, ça devient business. J'ai rencontré des gens pour qui on travaillait pour mon entreprise ensuite. J'avais rencontré un designer à une soirée à Bali. Et une semaine après, il travaillait pour moi pour me faire toute une gamme d'illustrations. J'ai une entreprise qui est en France. Et je travaille pour cette entreprise, l'entreprise que j'ai fondée. Après, mes utilisateurs, ça va être des utilisateurs du monde entier qui vont du coup payer l'entreprise française qui, elle, me paye moi. Mon revenu sur Gladys Assistant, avant, c'était je vendais un pack de démarrage qui était un pack de vidéos plus un e-book qui expliquait comment domotiser sa maison. Donc, c'était un pack que je vendais 49 €. Les gens l'achetaient et ensuite ils installaient chez eux. Le problème, c'était que c'était un revenu unique, c'est-à-dire qu'ils payaient une fois et puis après, c'était fini. Et du coup, c'était pas très stable parce que en fait, ça dépend je fais un lancement. Je vais avoir énormément de ventes le jour du lancement et après ça redescend, c'est normal, et après on a un petit rythme de croisière, hop je refais un lancement et du coup ça remonte. Du coup c'est assez instable comme source de revenus et c'était pas possible pour du long terme. Donc j'ai lancé un nouveau package qui est là du coup un abonnement mensuel. Donc je l'ai lancé justement en étant nomade, c'était un de mes objectifs, j'avais 4 mois pour le lancer avant Noël l'année dernière. Donc je l'ai lancé à Noël et du coup là je suis en train de transitionner entre l'ancien package que j'ai arrêté vers cette nouvelle source de revenus. J'ai pas un salariat, j'ai pas un salaire mensuel. Il y a des mois où ça va être très élevé, des mois où ça va être moins élevé. Donc c'est assez variable, mais comme comme j'ai ce nouveau produit maintenant qui est régulier, ça commence à devenir beaucoup plus régulier, donc c'est assez intéressant. Ce que j'ai fait du coup sur la dernière année pour lisser, on va dire ça, et que ça soit stable financièrement pour moi, c'est que comme je disais, je faisais quelques jours de freelance par semaine. En général, 2 maximum, ça a été le maximum, mais il y a plein de mois où j'ai vraiment pas tout fait de freelance pour me dédier à Gladys. Mais après, pour compenser, j'avais ces petits jours que je calais à droite à gauche de temps en temps. On se rend pas compte du quotidien d'un digital nomade, mais quand on est dans un pays où par exemple aller au restaurant c'est 1 € le repas par exemple, comme en Asie, à Bali c'est facile de manger pour 1 € au moins, pareil en Thaïlande ou encore mieux aux Philippines. Aux Philippines, je peux donner un exemple, aux Philippines, dans une boulangerie, donc une boulangerie assez classique qui va faire des muffins, des financiers, des trucs super propres. Ça coûte 2 à 4 centimes d'euros, une pâtisserie complète. Du coup, si tu achètes 10 pâtisseries, ce qui est immangeable, c'est beaucoup trop, ça fait 40 centimes. Donc avec tout ça, c'est impossible de se ruiner, quoi. Donc il y a vraiment des pays où la monnaie est tellement faible qu'il y a un décalage, quoi. Faut
faut dissocier freelance et, enfin je veux dire freelance, travail en remote, travail en indépendant et nomadisme. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont essayer de partir en voyage et en même temps lancer leur activité freelance, lancer leur activité... Et le problème, moi je trouve, c'est que lancer son activité freelance, c'est déjà une activité qui est compliquée, parce qu'au début on n'a pas forcément de clients, on ne connaît pas forcément de gens qui vont nous permettre de travailler. Et si en plus on doit gérer ce côté nomade, je pense qu'il faut tout préparer un petit peu, commencer dans son pays d'origine avant de partir. Et une fois que ça marche un peu, hop, on peut partir, sachant qu'il n'y a pas forcément besoin de gros revenus. Dans la plupart des pays que j'ai fait, vivre pour 700-800 € par mois, c'est largement possible. Donc 700-800 € par mois pour un freelance, c'est 1-2 jours de travail par mois. Donc arriver à trouver 2 jours de travail par mois, je pense que c'est pas non plus la mer à boire. Donc je pense que c'est beaucoup plus simple qu'on l'imagine. L'autre conseil, c'est de voyager très léger. Moi je suis assez minimaliste et j'ai uniquement un sac cabine. Je voyage jamais en soute, jamais de bagage en soute de ma vie. C'est vraiment... Le bagage en soute, c'est arriver beaucoup plus tôt à l'aéroport pour faire le check-in avec les bagages en soute. C'est avoir le risque que le bagage soit perdu, surtout les compagnies asiatiques ou les vols dans des conditions pas terribles. C'est devoir attendre à l'arrivée que le bagage revienne de la soute. C'est vraiment un enfer. Et surtout, c'est des surcoûts parce que toutes les petites compagnies n'incluent jamais les bagages en soute. Donc pas de bagages en soute, c'est vraiment rester à l'essentiel. Le laptop, les habits, l'appareil photo et puis on est bon.